beaucoup. Je m'appelle Kenny Chapuis, je me présente. Je viens d'être nommée coordinatrice du parc de la zone côtière ouest, du comité de gestion participative de la zone côtière ouest. Et ma question, je l'ai posée par téléphone, mais elle n'a pas été lue. Du coup, je voulais savoir comment on repense le mode de cogestion. En fait, nous sommes co-gestionnaires de cette zone, mais à chaque action nouvelle que nous voulons mettre en place, qui favorise et soutient l'initiative des citoyens, on se rend compte qu'on nous dit que nous ne sommes pas les gestionnaires de la zone. Du coup, on voudrait savoir comment on peut le devenir, comment on peut réellement devenir co-gestionnaire. Par le biais de conventions, est-ce qu'il peut y avoir des délégations de gestion sur certaines zones? Du coup, ma question est lancée, Madame Sabino, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ça? Merci. Je rappelle juste avant Catherine que tu prennes la parole que vous pouviez m'envoyer vos questions par SMS. C'est le 856 235. Voilà, parce que j'ai pas reçu la question. Vas-y Catherine. Je ne sais pas si je vais répondre complètement à ta question, Kenny. Il y a probablement plusieurs manières d'y répondre. Peut-être que Sylvine, si elle est encore dans la salle, pourra compléter sur le volet juridique. Mais en tout cas, je pense que la première chose, c'est que les personnes concernées se sentent gestionnaires. Et donc, déjà, qu'il y ait une reconnaissance de leur rôle de gestionnaire. On a un peu utilisé, c'est vrai, le terme là, voilà les gestionnaires, et puis il y a les habitants à côté. Mais en fait, on est tous habitants, on a tous un rôle dans la gestion, et après, on a des rôles différents parce qu'on est dans une institution, parce qu'on est dans une association, parce qu'on est une autorité coutumière avec un rôle particulier par rapport à un territoire. Et donc, en écoutant tout le monde, là, j'ai renoté quelques questions qui étaient intéressantes de se poser. C'est qui est vraiment concerné par le territoire, qui décide ou décidera, qui est consulté, qui va informer et sensibiliser, qui va surveiller, qui va punir, voire récompenser, je ne sais pas. Mais c'est tous les éléments, toutes les questions auxquelles on peut répondre et auxquelles chacun, enfin on peut poser en tout cas, et pour que chacun se sente légitime de participer à ces différentes actions. Donc voilà, je fais un peu le poisson pour répondre, parce qu'au niveau juridique, il y a des innovations qui peuvent toujours être pensées, et je ne sais pas au niveau délégation de compétences ce qui existe. Rien de spécial. Mais bon, moi je suis anthropologue, mais je titille toujours un petit peu les juristes, parce que je pense qu'il y a vraiment plein d'innovations qui sont à créer et qui sont créées. Il y a déjà eu des choses en Calédonie, et c'est vers ça qu'il faut le plus tendre, avec l'attention à la question dynamique des règles. Et du coup, il y a eu pas mal de présentations là dans mes collègues sur là, en fait, on a un nouvel objectif qu'on veut donner à notre parc. Du coup, on se repose la question sur la gouvernance, comment est-ce qu'on la met en œuvre. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment le voir de manière dynamique. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, on a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, on est sur un parc marin de la zone côtière ouest qui est très grand. Il faut quand même un gestionnaire qui est juridiquement, réglementairement de la province sud. Mais la province sud, justement, travaille avec les comités de gestion. C'est le cas pour la zone côtière ouest, c'est le cas pour le Grand Lagon Sud. Et le but étant d'identifier des actions qui vont être en cohérence avec les objectifs dans cette gestion. Et le comité de gestion du ZCO en fait partie, et je pense qu'il y a déjà des actions qui ont été menées, qui ont abouti. Il y en a qui vont encore arriver, donc on travaille ensemble et on avance ensemble sur différentes problématiques. Donc on évolue, comme on l'a dit plusieurs intervenants autour de cette table, avec le temps, avec l'évolution, avec les usages, avec les remontées de la population. Alors il y a une question en bas dans la salle, allez-y. SOS Mangrove. Sur moi, c'est associé à route. Je voulais compléter un peu l'intervention, c'est par rapport à nous, la province Nord. Nous, la province, elle nous a donné aux associations un statut particulier, c'est-à-dire qu'on est d'intérêt public provincial. Donc c'est déjà un statut qui est très important pour l'association. Nous, quand on a mis en place les comités de gestion, ça a été avec un esprit participatif.
Moi, j'y suis depuis le début, hein. Ça fait maintenant 12 ans. Au début, on était une cinquantaine de personnes. Dernière réunion qu'on a fait au mois de décembre, malheureusement, on est resté 3 personnes. On est en train de travailler pour voir où on a affaibli. On pense aussi que les gens se sont comportés sur l'association qui, elle, a pris le relais un peu sur les actions en mettant en place sur le terrain et en mettant aussi des actions qu'elle voulait elle mettre elle-même. Mais en plus de ce statut public provincial, nous avons eu, il n'y a pas longtemps, le soutien de l'aire coutumière. Donc on a un soutien officiel de l'aire coutumière pour pouvoir avoir plus de force par rapport à notre travail. On est en train aussi de réfléchir à ceux qui n'ont pas le statut coutumier. Comment aussi les intégrer dans ce travail qu'on est en train de faire. On est tout à fait conscient que c'est un travail de longue haleine. On veut toujours tout de suite, moi le premier, mais je vous dis, ça fait 12 ans que je suis dedans, ça fait 7 ans que notre association existe aujourd'hui, et grâce au soutien financier de la province, qui nous finance surtout notre animateur, parce que c'est un coût, c'est un coût, il y a la CAFAT, il y a tout ça, il y a le salaire. En choisissant bien l'animateur, ça nous permet aussi d'aller chercher des fonds ailleurs. Et nous, on est une des associations dans la province que depuis le début, on a fonctionné comme ça. On a eu les fonds provinciaux pour mettre une personne en place dans notre association, un salarié, et on va chercher des fonds, je vous dis, donc ailleurs en Europe et dans d'autres organismes qui nous permettent d'avoir des fonds pour mettre en place nos actions. Mais le soutien de l'aire coutumière, le statut juridique que la province nous a donné à travers un arrêté, eh bien, ça nous donne énormément de force, et on remercie d'ailleurs les uns comme les autres du statut qu'ils nous ont donné. Voilà, si vous voulez partager un peu l'expérience que nous on a dans notre association. On travaille aussi en transversalité. Alors, je vais peut-être reprendre la main parce qu'il y a des questions tout en haut. Alors, si vous, je ne veux pas vous couper la parole, je veux juste vous laisser finir votre intervention, mais je souhaiterais donner la parole en haut de la salle. Pour finir, je veux dire qu'on essaie de travailler sur la transversalité parce qu'il y a d'autres associations, nous on est dans la zone de Tours, il y a aussi Pointe-Dimé et Yingen, et plus au nord, pour faire des actions de transversalité parce qu'on a besoin des uns et des autres pour pouvoir avancer sur ce sujet très important. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Amandine. Oui, bonjour, Amandine Darras. Donc moi, je profite pour poser la question à la province sud qui est là, et puis il y a donc le parc de la Rivière Bleue. Et donc je comprends la question soulevée par Kenny, et puis merci du témoignage de Aude, parce que c'est vrai que la gestion des aires patrimoine UNESCO est différente entre le sud et le nord, avec peut-être une gestion plus participative au nord avec les associations de gestion. Et donc moi je viens de Bourail, et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur quel statut pour le domaine de débat, parce qu'on voit qu'il y a donc le gestionnaire et donc la société d'économie mixte Mouera, l'aménageur, la province sud, sur un espace qui appartient à un terrain provincial. Un statut, voilà, au début, la genèse du projet, c'était d'en faire peut-être un parc ou une aire protégée. Donc là, ça fait plusieurs années, 10 ans, qu'il n'y a pas vraiment de statut sur cette zone. Et donc, qui a fort enjeu environnemental, avec un lagon qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a vu aussi peut-être des soucis de gestion au niveau de l'aménagement. On a eu des gros moyens au niveau de la commune aussi qui ont été mis pour amener l'eau sur ce site, avec des enjeux de gestion de l'eau qu'on ne retrouve pas, notamment aussi sur le traitement des eaux usées, un fort impact qui est un fort... Voilà, donc la question c'est, est-ce que la province sud, quel statut a réfléchi déjà à quel statut pour le domaine de débat, parce qu'on parle de cogestion, donc cette cogestion, est-ce qu'elle se retrouve vraiment dans la SEM, ou est-ce qu'il s'est amené à évoluer tout ça suite à 10 ans de discussion? Merci. Alors, à la province sud, peut-être Valérie Gensien, tu veux prendre la parole? Tu veux monter sur la scène, hein? Valérie, allez. Alors, Valérie, qui est la responsable de la partie environnement de la province sud. Là, bon, tu voulais rester cachée, mais... Non, je ne veux pas rester cachée. Juste un petit mot pour dire que le domaine de débat
C'est pas une réserve naturelle, c'est une zone de développement économique compatible avec le développement durable. Dans le domaine de Deva, il y a déjà des réserves naturelles, donc la réflexion n'est pas complètement terminée. C'est vraiment un domaine en mouvement, le domaine de Deva. Mais à l'origine, ça se situe déjà dans le parc de la Zatzebo, ça intègre des réserves naturelles, donc il y a déjà pas mal à faire rien qu'avec toutes ces données-là. Merci Valérie. Alors je passe la parole à Jean Brice. Oui, bonjour tout le monde. Jean Brice, je suis géographe. Ça fait pas mal d'années qu'on travaille sur le terrain, sur les aires protégées. Pour compléter et en même temps pour réagir à ce qu'on a pu entendre, j'ai l'impression qu'on minimise un peu l'aire protégée. Oui, c'est qu'un outil. Non, c'est pas qu'un outil. C'est d'abord une arène politique. C'est un endroit où se jouent des relations, c'est pas pour rien qu'on parle de gouvernance, se jouent des relations entre des citoyens différents avec les autorités compétentes, qu'elles soient coutumières ou qu'elles soient administratives. C'est une arène politique. Et il ne faut surtout pas le minimiser. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un outil, si on veut aujourd'hui les améliorer, si on veut parler de cogestion réellement, il y a des négociations à mener dans différents espaces qui vont être de nature différente en fonction effectivement de l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, souvent, on a fait l'évaluation d'aires protégées. Si on regarde les critères qui ont été posés avec des plans d'action, avec des objectifs qui sont fixés, où souvent on a des choses extrêmement technocratiques, on a un plan d'action avec 140 actions, etc. Si on fait vraiment le bilan selon ces approches très technocratiques, on se rend compte que ces plans de gestion, ils sont plus ou moins en échec. En réalité, quand on regarde dans le détail, c'est qu'en réalité, ça a été dit tout à l'heure, il faut bien regarder quels étaient les objectifs des gens au départ. Lorsque à Yengen, vous vous inscrivez comme aire protégée d'Orimen. D'Orimen, c'est une des grandes aires protégées marines. C'est en réalité pour le monde kanak l'entrée du pays des morts. Et l'enjeu pour les coutumiers pour protéger cette zone, ça a été une protection strictement culturelle, en tout cas pour protéger cette reconnaissance-là. Après, ils disparaissent de la circulation dans le plan de gestion, ils ne viennent plus. On s'étonne que les 140 actions qui ont été posées, les gens ne veulent plus y participer. Donc la réaction, pour terminer, c'est simplement pour dire ce qu'on a appris, en tout cas en 15 ans, là maintenant, le patrimoine mondial et autres, c'est que le grand moment politique hyper important dans la cogestion et dans la manière de gérer, c'est tout le démarrage. C'est-à-dire, c'est la construction d'une représentation commune des problèmes, prendre en compte réellement les enjeux de chaque acteur, essayer de partager cet enjeu-là, poser des objectifs en posant les objectifs de chacun dans ce travail-là, et ensuite, finalement, quand il faudra prendre des mesures, et bien finalement, on n'a plus tellement besoin de négocier. La grande négociation politique, c'est au moment de la construction de la représentation avec les connaissances scientifiques, les connaissances des acteurs locaux. Et ça, c'est vraiment la grande leçon qu'on a maintenant de 15 ans de travail sur les aires protégées en Calédonie. Merci. Merci Jean-Brice. Alors, il va falloir qu'on fasse très court. On n'a plus que 5 minutes. Dans 5 minutes, on ferme. Donc, Claude, vas-y, je te laisse la parole en bas. Et puis après, je prends 2 autres personnes, mais on fait très court. Donc, ayez des questions très courtes, s'il vous plaît. Merci. Mathias Deuch, je travaille sur les reptiles à l'IRD, donc je vais essayer de faire très court. Je voulais revenir sur la définition des aires protégées terrestres, notamment en province sud. Je me posais la question, voilà, on définit ces aires protégées, en tout cas les obligations qui vont avec ces aires, essentiellement par rapport à la fréquentation, par rapport aux activités humaines. Donc je conçois qu'il est très important que dans une aire protégée, on ne puisse pas construire un hôtel par exemple. Ma question c'était et finalement c'est une déclinaison de l'intitulé de cette table ronde, c'est finalement comment dans les réserves terrestres, notamment de la province sud et de la province nord, comment est-ce qu'on traite le problème des autres menaces, je parle des autres menaces par rapport aux activités humaines, comment est-ce qu'on traite le problème des espèces envahissantes qui sont en train de détruire complètement la flore et la faune de ces espaces-là. Je rappelle voilà, que les... Alors, on va peut-être laisser la parole à une personne pour répondre en face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner une réponse à Mathias ? On n'avait pas tout à fait tout le temps qu'il fallait pour pouvoir effectivement développer
ces différents aspects que vous évoquez. Le parc provincial de la Rivière Bleue, par exemple, mais c'est aussi valable pour quasiment toutes les aires aménagées qui, en tout cas, ont une modalité de gestion derrière ou des activités qui s'y développent. Il y a des opérations qui datent de plus de 30 ans aujourd'hui sur la gestion des espèces envahissantes comme le chien sauvager, le chat, parce que prédateur des cagous. Aussi, ce sont des espèces qui consomment les reptiles. Donc, il y a cette opération qui est menée. Sur les espèces végétales, c'est pareil. C'est le travail qu'on fait un peu aujourd'hui, c'est de formaliser en fait toutes ces opérations, tous ces plans d'action qui sont menés et parfois qui sont totalement informels, mais tous les agents, et moi j'ai pris la succession en fait d'un passé, mais elles sont mises en œuvre. Et si on a les résultats que l'on a aujourd'hui, que ce soit dans le parc provincial de la Rivière Bleue comme dans d'autres aires aménagées, c'est-à-dire de pouvoir conserver la plateforme naturelle, le patrimoine naturel, tout en y accueillant du public, je pense que c'est le signe, c'est la démonstration que les actions qui sont mises en œuvre, qui sont suivies, portent le résultat. Merci Joseph. Alors ici, on a une question. Monsieur qui a bien voulu bien sentir. Bonjour, Wilfried Weiss. Je voudrais parler à M. Dong en fait, parce que je trouve que c'est dommage qu'il a passé une des diapos, parce que j'ai vu une des photos. Oui, non, c'est pas ça, oui. C'était par rapport à... C'était un bel exemple en fait de gestion intégrée. Intégrée dans quel sens? Par rapport à un concert entre un institut de recherche qui est l'IRD, l'UNC et puis les associations locaux qui ont été faits notamment pour le suivi en fait des nidifications d'oiseaux marins. Et c'était dommage de l'avoir passé ce diaporama parce que c'était un très bel exemple, à mon sens, qui devrait être développé de plus en plus, que les gestionnaires travaillent vraiment de concert avec vraiment toutes leurs associations et tous les instituts de recherche qu'ils ont à disposition. Voilà, merci. Merci Wilfried. Alors Malik, en haut, qui veut poser une question. Malik Weli, étudiant. Ma question, c'était en même temps une observation, c'est l'implication on parle d'implication de la population et de système inclusif pour la gestion, mais il n'y a pas vraiment d'intégration des étudiants et diplômés calédoniens, donc il y en a de nombreux qui sont pris en stage, en doctorat ou autre, ou en VSC, qui vont investir du temps et qui font pas mal de sacrifices pour obtenir des diplômes et participer à la protection de l'environnement. Mais finalement, il y en a très peu qui arrivent à concrétiser leur projet professionnel. Et est-ce que ça, ce ne serait pas un moteur pour dynamiser et faire de la gestion intégrée avec un spectre de vision qui soit plus local? Merci. Malik, je rebondis pour poser une question qui m'a été envoyée par SMS du 799 868. Alors, toutes les aires protégées de Nouvelle-Calédonie n'ont pas de plan de gestion. Il semblerait que ce soit le cas pour 2 des 3 aires terrestres protégées en province nord. Quelle est la proportion en province sud? En dehors des plans de gestion, quels sont les autres outils permettant de gérer ces espaces et les préserver des menaces? Donc, vous avez 2 questions et faire une seule réponse courte, et après on clôture la table ronde. Qui ose prendre la parole pour dire que X n'ose pas dire contrats vont être ouverts et du recrutement? Je ne vais pas répondre à tout, mais en tout cas, c'est Malik, la question des étudiants et l'implication des jeunes formés dans les institutions de conservation, les institutions de gestion en général. C'est un point qui est très important. Et il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui sont aujourd'hui rentrés à la province sud. On a Kenny qui a pris la parole tout à l'heure. Il y a Gladys Babo qui travaillait avec nous, qui est maintenant à la province des îles Loyauté. Il y a des gens en province nord aussi. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui existe. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut encourager et aussi impliquer de plus en plus des jeunes et créer des jeunes des âges différents, mais créer des lieux où chacun peut se sentir légitime de contribuer et de participer avec ses connaissances et les formations qu'il a faites. C'est bien d'avoir mis le point là-dessus. Et maintenant, la réponse à la deuxième question sur les aires.
Oui, bonjour, Justin Bilotin, directeur de la 3DT. Sur la question des aires protégées, d'un point de vue technique, je ne pourrais pas vous donner un chiffre. Par contre, il y a quand même quelque chose d'important à dire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de comité de gestion qu'il n'y a pas de protection. Aujourd'hui, le Code de l'environnement, alors que ce soit la protection des espaces, la protection des espèces, etc., s'applique bien sur l'ensemble du territoire de la province sud, quel que soit son statut. Donc je pense que c'est quelque chose qui était important de noter. Voilà, merci. Merci. Alors je vais vraiment devoir clôturer parce que le centre Djibaou nous a vraiment demandé de laisser la place parce qu'il y a une autre intervention derrière. Donc je vais laisser la parole à Claude Perry qui va clôturer. Moi je vais tous les remercier, vous inviter à venir sur le stand de l'IAC parce que je fais une démonstration avec Laurent Lumier sur le site Agripédia qui est un site internet sur la valorisation de l'agrobiodiversité. Alors pour conclure, d'abord remercier l'ensemble des panélistes, Estelle qui a pris de son temps pour nous aider à animer cette session. Vous remercier, cher public, puisque l'idée c'était quand même de partager. Bon, le format est peut-être paru un peu académique pour certains, donc c'était compliqué de faire différemment, mais la conclusion c'est que ça a quand même fonctionné. La preuve c'est qu'il y a encore des mains qui se lèvent, mais on ne pourra pas leur passer le micro. Simplement vous rappeler que 2020 était l'année de la biodiversité. Comme vous le savez tous, elle a été extrêmement perturbée. Et je voudrais quand même rendre hommage à l'initiative de cette journée, parce que ça a permis quand même de réancrer un certain nombre de projets que nous avions sur la biodiversité cette année. Et donc cette journée au Village des Solutions, voilà, et donc ça me permet de remercier très chaleureusement Bettina qui nous a offert la possibilité de vous réunir aujourd'hui puis d'échanger. Voilà, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis un bon dimanche. Et puis profitez d'être là pour aller visiter les différents stands. C'est ça, vous pouvez aller voir, tous les panélistes sont là. Moi je vais leur demander de monter sur scène et je vais faire un selfie avec tous ceux qui veulent venir derrière. Donc on va faire un petit selfie souvenir de cette session. Parce que franchement, c'est pas souvent qu'on arrive à réunir des scientifiques